Bonjour à tous, bienvenue sur Santé Résilience. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de lavement. Je vais essayer de passer en revue tout ce qu'il faudrait savoir pour pouvoir mettre en place du lavement colonique chez soi. Alors, déjà, on va commencer par expliquer, par donner un petit peu plus en détail les différences entre le lavement rectal ou anal et le lavement intégral dont il est question aujourd'hui. Vous avez sûrement dû entendre à un moment donné des praticiens de santé, en médecine conventionnelle surtout, en thalasso, vous avez dû entendre parler de lavement. Souvent on précise pas ce que c'est. En fait, quand on est juste sur du lavement basique comme ça, quand vous avez un médecin qui vous préconise de faire du lavement, en général on est sur du lavement rectal ou anal, c'est-à-dire que c'est la dernière partie du côlon, juste les derniers centimètres où les matières sont stockées avant d'être évacuées. En général on fait ça avec une poire, voilà, une poire anale. Alors nous, on va parler de lavement intégral du côlon. Donc je vais vous faire, voilà, quand même vous expliquer en 2-3 mots comment se situe au niveau anatomie, où se situe le côlon. Alors grosso modo, le côlon commence ici. On a l'intestin grêle ici, donc en fait on a l'estomac, sorti de l'estomac, le pylore, au-dessus du nombril. Ensuite, on a le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Ensuite, voilà, tout l'intestin grêle se situe ici, le boyau qu'on a à l'intérieur. La dernière partie de l'intestin grêle qu'on appelle la valve iléocécale, qui est la transition entre l'intestin grêle et le côlon. Cette valve iléocécale, c'est un sphincter qui va permettre de maîtriser, de contrôler le passage des nutriments qui sont censés être terminés d'être digérés dans l'intestin grêle pour pouvoir être acheminés dans le côlon. Dans le côlon, on a en grosse partie ici, on a une grosse partie de digestion bactérienne avant de pouvoir repartir sur la vidange externe, sur l'évacuation externe. Donc voilà, cette valve iléocécale, elle est ici. Juste un petit peu en dessous, on a l'appendice. Donc ceux qui se sont fait retirer l'appendice ou qui connaissent cette zone-là, on est sur le côlon. L'appendice n'est pas sur l'intestin grêle. Donc nous, en fait, quand on parle de lavement, on va s'occuper de tout le côlon. Donc c'est-à-dire la partie montante, le côlon ascendant, qui vient vraiment faire son virage jusque sous les côtes flottantes ici derrière. Le côlon transverse qui passe ici. Puis même chose, on a un virage ici pour aller sur le côlon qu'on appelle descendant, le côlon descendant. Ici, c'est deux zones qui sont importantes, puisqu'il y a une sorte de virage et souvent il y a des matières qui sont bloquées dans ces zones-là. Ensuite, voilà, on a ce côlon qui descend jusqu'en bas, et ici on a une sorte de S, de virage qu'on appelle le sigmoïde, et qui fait la transition entre le rectum proprement parlé, la dernière partie, et la partie du côlon ascendant. On a ce fameux S entre les deux. Donc quand on fait un lavement rectal, on s'occupe uniquement de la dernière partie entre le sigmoïde et l'anus en fait. Nous, on va s'occuper du côlon intégralement, jusqu'à la valve iléocécale. Non, les liquides ne sont pas censés passer cette barrière, ce sphincter, cette valve iléocécale. Normalement, le corps est censé empêcher le retour des matières ou des liquides dans l'autre sens. C'est pas censé faire ce chemin-là. Voilà. Donc voilà déjà pour ça au niveau anatomie. C'est pas très compliqué à comprendre. Allez, vous pouvez, si vous voulez, aller sur internet pour consulter un petit peu l'anatomie du côlon, voir un petit peu plus en profondeur où sont placées les choses. Mais tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo allongée pour vous montrer comment faire votre lavement, comment masser, dans quel sens, etc. Ce sera peut-être plus clair pour vous. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va voir, là tout de suite, dans quel cas, dans quelles circonstances on pourrait tirer un bénéfice de faire du lavement, puisque c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quand même un stress pour l'organisme, puisqu'on fait rentrer un liquide en plus dans le sens inverse, je dirais naturel, de cet organe-là. Cet organe est censé, le péristaltisme, le mouvement péristaltique est censé emmener les matières d'un sens vers un autre, et pas dans l'autre sens. Ce n'est pas naturel quand ça part dans l'autre sens. Et là, en l'occurrence, on fait rentrer un liquide. Donc, on est déjà sur quelque chose qui n'est pas naturel. Mais il faut être conscient des bénéfices qu'on peut en tirer. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quel cas est-ce qu'on pourrait le mettre en place. Pourquoi? C'est super important. Donc le fait que ce soit un processus qui n'est pas naturel, en fait, ça va nous permettre de comprendre que ça peut générer, je dirais pas des conséquences, mais ça peut générer des difficultés pour l'organisme, puisqu'il fait face à un stress qu'il va devoir gérer. Ça va emmener, je dirais, une concentration du corps, une concentration des énergies, une concentration d'énergie vers le corps
pour réguler, remettre en place les équilibres homéostasiques une fois que le lavement est fait. Donc derrière, ça peut générer un peu de fatigue. Voilà, le but, c'est de vous expliquer comment faire pour pas générer de problème derrière, pour pas générer trop de fatigue, pour pas que ce soit délétère, de rester dans quelque chose qui vous apporte plus de bénéfices qu'autre chose. Voilà, qui vous apporte du bénéfice. Pas plus, mais qui vous apporte du bénéfice. Alors, quand vous avez des dysbioses chroniques malgré des changements, quand vous avez des gènes digestifs qui sont persistantes malgré vos changements, je vais insister sur ce terme malgré les changements mis en place, puisqu'on ne se lance pas dans du lavement s'il n'y a pas des changements qui sont mis en place en amont. C'est super important. On ne se lance pas dans du lavement juste pour faire du lavement en pensant que ça va régler les problèmes digestifs. Non, il faut d'abord réguler, essayer de désenflammer, essayer de mettre des choses en place. Voilà, si vous êtes suivi, mettre les choses en place pour rééquilibrer tout ça. Et une fois qu'on a rééquilibré sur le plan nutritionnel et pas que, énergétique, émotionnel aussi, quand on a rééquilibré tout ça et qu'on a des choses qui persistent, on peut passer sur du lavement, par exemple des putréfactions, des fermentations, des déséquilibres bactériens, des mycoses, des candidoses, toutes ces choses-là, des constipations, des diarrhées, des alternances entre les deux, des réactions allergiques aussi, notamment à l'histamine. En fait, quand on est encore sujet à beaucoup de réactions, malgré tous les changements qu'on aurait potentiellement mis en place sur le long terme, pas en 3 mois, là, quand je dis le long terme, c'est 1 an, 2 ans, quand on est toujours sur des soucis digestifs qui persistent, on peut peut-être éventuellement passer sur du lavement parce que ça pourrait peut-être signifier qu'il y a quelque chose de gênant qui ne trouvent pas de voie de sortie. Donc en fait, le lavement va pouvoir aider l'évacuation, une évacuation plus rapide, pour que tout doucement les choses s'allègent, qu'on fasse baisser l'inflammation, qu'on calme le feu à l'intérieur en fait, au niveau intestinal, pour pouvoir tout doucement redévelopper une microflore, je dirais, bénéfique. Voilà, en gros c'est ça. Alors il y a un cas en particulier qui fait que le lavement serait indispensable. Alors, pas indispensable, je dirais, à 100%, ça dépend des cas. Peut-être dans certains cas, vous allez pouvoir vous en passer. Mais quand on est sur la grosse infestation, je pense aux parasites, peut-être le lavement est indispensable, devient indispensable. Ouais, en fait, là, je parle de parasitisme. Quand on est sujet à la parasitose, que ce soit au niveau intestinal ou à d'autres endroits du corps, le lavement peut être vraiment une vraie roue de secours, vraiment, parce que ça va pouvoir permettre une évacuation plus rapide, plus efficace de toutes ces choses-là qui ne trouvent pas de voie de sortie en fait, ou qui ont une voie de sortie mais c'est pas assez rapide. Donc du coup ça stagne. Ça stagne et ça dure dans le temps et c'est justement ce qui est... On s'auto-intoxique en fait si vous voulez. Donc c'est pour ça que ce lavement, dans le cadre du parasitisme, peut être un super outil. Alors, pour en revenir aux parasites, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que là, on va rester quand même assez sur le lavement. Mais je peux quand même donner 2-3 choses sur les parasites. C'est que les parasites, déjà, d'une part, ils ne sont pas uniquement dans les intestins. On parle souvent de parasitisme intestinal, on vermifuge les animaux parce qu'ils ont des parasites au niveau intestinal. Le parasite ne reste pas que dans les intestins. Le parasite est capable d'aller partout. Et il est capable aussi de passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est-à-dire d'accéder au cerveau, aux zones du cerveau, au système nerveux et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est une chose. Alors, pourquoi est-ce qu'il est capable de passer partout, de s'incruster dans tous les tissus? Parce qu'il est capable de prendre des formes différentes. On n'a pas 5 ou 10 sortes de parasites. Il y en a des centaines, il y en a des dizaines. Il y en a toutes les formes. Il y a toutes formes de parasites. Il ne faut pas s'imaginer que le parasite, c'est uniquement le fameux ver dont on nous a toujours donné l'image. Non, des parasites, il y en a plein de formes, plein de tailles. Des tailles microscopiques, des tailles plus grandes. Voilà, il y a des parasites qui sont grands comme ça, il y en a qui sont microscopiques. Voilà, il faut pas rester fermé sur ce qu'on a toujours voulu nous démontrer là-dessus. Ça a beaucoup évolué, les choses ont beaucoup évolué là-dessus. Et voilà, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout à l'heure actuelle. Au niveau des parasites, on est tous concernés, tous. On va pas le ressentir de la même façon, mais on est tous concernés. Donc voilà, ça, c'est fait. Alors, quelles précautions on pourrait prendre pour commencer à parler de lavement? Dans quel cas, je dirais, dans quel cas est-ce qu'il serait peut-être mieux d'éviter de faire des lavements? C'est si vous avez fait des chirurgies, si vous avez subi des opérations chirurgicales récentes, je dirais dans les 6 mois, ou alors si vous avez des inflammations assez sévères, type rectocolite,
hémorragiques, type les diverticules. Alors les diverticules, ça peut, mais ça va dépendre de l'état inflammatoire des diverticules. En fait, que ce soit diverticule ou rectocolite ou même une opération chirurgicale, s'il y a une inflammation dans le côlon, on va éviter de faire du lavement. On ne va pas rajouter un stress si le côlon est déjà en surstress. Donc en fait, quand c'est comme ça, on va d'abord mettre en place quelque chose en amont dans l'hygiène de vie, notamment au niveau de la nutrition, pour calmer le feu en fait, pour faire baisser l'inflammation. Essayez déjà de réguler le truc, que la membrane puisse se réparer déjà par ça, par l'outil de l'alimentation. On va essayer de considérer l'alimentation comme un outil et pas comme une fin en soi. Et puis, progressivement, on voit comment ça se passe et peut-être éventuellement, si besoin, on peut mettre en place du lavement. Mais ça sera peut-être pas forcément le chemin à prendre. Voilà. À quel moment faire le lavement? Ça, c'est une chose importante. À quel moment est-ce qu'on va mettre en place le lavement dans la journée? Déjà, on va éviter de faire un lavement quand on est en digestion. Pourquoi? Puisque quand vous êtes en digestion, il faut essayer de penser un peu répartition énergétique. Quand on est en digestion, le corps est en train de concentrer ses énergies pour traiter les aliments qui arrivent, les digérer. Donc le corps ne va pas avoir suffisamment d'énergie pour en même temps se concentrer sur une vidange non naturelle du côlon, puisque derrière, ça va générer ça va générer une concentration d'énergie pour que le corps rééquilibre tout le milieu homéostasique au niveau intestinal. Donc, se donner sur 2 tableaux différents, sur en même temps de la digestion, en même temps de l'évacuation, on est sur 2 trucs complètement différents. Le corps va pas pouvoir le gérer, à moins que vous ayez une super vitalité, il y en a, ça peut passer. Mais moi, je préconise toujours d'attendre d'avoir faim ou d'être à jeun, mais vraiment à jeun, d'être sur la fin de digestion pour pouvoir commencer un lavement. L'idéal, c'est le matin à jeun. Moi, en général, c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais. Le lavement, c'est le matin à jeun, tranquille. J'ai une matinée où je sais que j'ai rien à faire, je suis peinard, j'ai pas de stress, je coupe le téléphone, je ferme ma maison à clé, je suis tranquille chez moi. J'enlève tout le stress, voilà, au niveau émotionnel, niveau mental, tout ce qui est susceptible de venir me déranger, le matin à jeun. Et puis voilà, je mets ça en place. Donc ça, c'est le moment où vous le mettez en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il est bon de savoir pour le après lavement? On dit en général qu'il faut éviter de manger pendant 4 heures après lavement. Personnellement, moi j'en profite pour me faire une journée de jeûne. Pourquoi? Parce que le corps peut mettre beaucoup de temps derrière avant de rééquilibrer la chose et de pouvoir être prêt à accueillir de l'aliment, à accueillir un repas. Donc 4 heures, c'est vraiment le strict minimum si vraiment vous avez la dalle. Essayez au moins d'attendre 4 heures, mais c'est très très rare les cas où les gens ont faim tout de suite derrière un lavement. Je vous dis, j'en reviens à ce que je disais, c'est parce que le corps est en train de concentrer ses énergies autour de ce qui vient de se passer en fait. Et de remettre la machine en route, si je puis dire. De réguler l'équilibre homéostasique. Donc profitez-en pour vous faire une demi-journée ou voire une journée entière de jeûne. Ça vous fera le plus grand bien et ça va alléger la charge digestive, alléger l'organisme. C'est ce qu'on recherche un petit peu dans ce processus en fait. Donc voilà. Ensuite, quoi prendre en sortie de lavement? Je dis en sortie de lavement, je parle de lavement comme si je parlais de jeûne. C'est un peu ça en fait. Puisqu'on est, oui, on est dans un processus de repos en fait, quelque part au niveau du côlon. Alors, essayez de vous orienter, moi je dirais plutôt vers du salé déjà, pas du sucré, puisque le sucré va avoir cette faculté d'augmenter la production d'une certaine flore digestive, une flore bactérienne liée au sucre. Et c'est justement ce qu'on veut éviter après un lavement, puisque c'est souvent le souci au niveau des problèmes digestifs, c'est des sucres qui ne sont pas forcément toujours bien digérés. Donc on va éviter de s'orienter vers des sucres, ça c'est une première chose. On va peut-être essayer de plutôt s'orienter vers du salé, ok, mais je dirais plutôt vers du liquide. Parce que le corps va avoir besoin d'un certain temps, en fonction de chaque profil, en fonction de l'énergie digestive disponible, va avoir besoin d'un certain temps pour digérer telle ou telle chose. L'idéal, c'est du jus, un jus de légumes, c'est le top du top. Jus de carotte, jus de céleri, voilà, à vous de voir les jus que vous aimez, en essayant de rester sur du jus pur, voire avec un peu de citron pour que ça passe mieux, du légume pur en jus, et d'éviter de mettre des fruits dedans, puisque les fruits, voilà, le jus de fruits et les sucres vont encore solliciter une petite... il y aura des
production d'insuline, mais en fait, c'est pas forcément le sujet. On n'est pas là-dessus. C'est surtout pour éviter de générer une production bactérienne liée au sucre, en fait. Voilà. L'idéal, c'est le salé, c'est ce qui passe le plus soft, et c'est ce qui va revenir continuer à alcaliniser le système digestif, puisque c'est ce qu'on cherche. Rapporter des minéraux, réapporter de l'alcalinité. Donc des jus verts, voilà. Avec du citron, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, ça apporte pas mal de vitamine C, ça désacidifie en même temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur quoi manger? Voilà, si c'est de l'avocat, ça peut être de l'avocat, un petit avocat écrasé avec un peu d'huile. Voilà, à vous de voir ce qui passe, à vous de trouver ce qui passe, qui vous attire, à condition de le réintégrer vraiment tout doucement. De toute façon, vous allez vite faire vos expériences, vous allez vite voir ce qui va passer ou non, et plus ce sera léger et nourrissant, et je dirais alcalinisant, et plus vous allez voir, plus ça va passer soft, et plus vous allez avoir envie de faire bien derrière, et plus vous serez dans une dynamique qui correspond à ce que vous êtes en train de mettre en place, en fait. Voilà. Donc, on a vu ça, on a vu la réalimentation, la fréquence. Alors, la fréquence des lavements, ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça va vraiment dépendre des origines, des causes, de pourquoi est-ce qu'on a mis en place le lavement. Donc, c'est vraiment du cas par cas. En général, dans des gros déparasitages, on peut commencer à le mettre en place 1 à 3 fois par semaine, en fonction de ce qui est mis en place au niveau de la nutrition, et en fonction de votre capacité vitale, de votre énergie, puisque ça pompe de l'énergie, ça demande de l'énergie au corps. Donc voilà, la fréquence, c'est vraiment au cas par cas, je le donne sur les consultations, on le met en place sur les consultations. Ensuite, la température du lavement, on dit en général entre 35 et 40 degrés. Si c'est trop froid, il ne va pas y avoir de réaction. Si c'est trop chaud, vous allez vous brûler, vous faire mal. Ça va léser, ça va abîmer les parois, les membranes du côlon. Donc c'est pas le but du tout. Par contre, le fait de trouver le juste milieu dans la chaleur, le fait que ce soit un poil chaud, un peu plus que tiède, ça va augmenter l'évacuation, ça va augmenter la réactivité du péristaltisme, en fait. Et ça va détendre les membranes. Alors, donc, éviter les conditions dans lesquelles on évite, ça on a vu, voilà, chirurgie, tout ça. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut faire un lavement? On a plusieurs outils pour faire un lavement, plusieurs produits. On peut faire ça avec du café. Euh, Café bio, toujours. Ensuite, il y en a qui font ça au jus vert. Personnellement, j'ai jamais essayé avec le jus vert. Il y en a qui font ça à l'argile aussi. On peut faire ça avec du sel d'Epsom. On peut faire ça avec du bicarbonate de soude aussi. Alors, il y en a qui ont tenté à l'oxyde de chlore. Personnellement, j'ai jamais tenté. Ça me paraît un peu dur, un peu drastique pour la paroi, mais bon, voilà. Après, j'ai pas fait de recherche spécifique là-dessus, mais apparemment, il y en a qui l'ont fait. Moi, j'ai trouvé ce qui m'allait bien. Il faut trouver ce qui vous va bien. Moi, c'est le café qui me va bien. Voilà, les dosages, je les donne lors des consultations. Comment le préparer. Voilà. Ensuite, on peut peut-être faire un point sur la différence entre la purge et le lavement, puisque c'est deux choses différentes qui vont avoir un effet évacuateur, un effet de vidange. Le côlon, on passe par l'anus, on vient intégrer un liquide qui va produire une réaction somatique du corps pour évacuer. On va créer des spasmes péristaltiques pour évacuer au niveau du côlon. Ok. La purge, c'est différent, puisque la purge, on va prendre un produit en interne qu'on va consommer par la bouche. Ça va descendre le long du conduit digestif, ça va passer dans l'estomac, l'intestin grêle, tout ça. Et c'est la réaction du système digestif face à ce produit qui est censé être toxique qui va générer une évacuation très forte par les émonctoires intestinales, par l'émonctoire intestinal. On utilise en général le chlorure de magnésium, on utilise aussi l'huile de ricin. Alors cette histoire de purge, moi je suis pas forcément pour vous le conseiller, j'ai pas une très bonne expérience sur la purge. Pourquoi? Parce que moi j'ai une bonne expérience sur le lavement. La purge, j'ai commencé à essayer à une période, mais pour moi c'était beaucoup trop dur, mes intestins étaient trop irrités pour gérer et pour encaisser une purge, puisque l'huile de ricin c'est un produit toxique, la ricine est toxique. Donc en fait c'est la toxicité du produit qui génère une évacuation par le corps. Donc il faut quand même que les membranes soient je dirais en assez bon état, il faut que la personne soit dans une bonne capacité vitale. Derrière, voilà, ça peut générer des douleurs intestinales, c'est quelque chose de costaud quand même, c'est quelque chose de vraiment plus costaud. Alors après, voilà, ceux qui ont des très bonnes expériences là-dessus, je ne remets pas du tout en question votre vécu, vos connaissances là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est juste que
pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus dur pour l'organisme à gérer. Et il faut avoir les capacités de le gérer derrière. Il faut que le corps ait les capacités de le gérer. Donc voilà pour ça. Donc les dosages, voilà, ça c'est un petit peu au cas par cas. Je les donne, moi je les donne sur le suivi. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour sur le lavement. Moi je vous propose de passer sur le tapis. Je vais vous faire une petite démonstration de comment mettre en place le lavement au niveau anatomique, comment faire, le massage, etc. Ah si, je peux peut-être vous présenter 2-3 poches à lavement. Voilà, quels seraient les avantages et les inconvénients en fonction des poches à lavement. Moi, il y en a une que je préfère. Voilà, c'est la plus épaisse au niveau matériaux. Je crois que c'est du silicone, il me semble. C'est la plus épaisse, je la trouve pratique, elle est facile à laver. C'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est est-ce que votre poche est facile à laver, qu'il n'y ait pas de moisissure qui s'installe. Voilà, la petite valve ici, on-off, qui est très facile. Donc ça, c'est la fameuse canule qu'on insère. Ça, on branche ici, et en fait, votre poche, elle va venir se positionner en hauteur avec un crochet. Moi, celle-ci, c'est celle que je préfère. Ensuite, ça, c'était ma toute première poche à lavement. Ce sera la moins chère du marché. Moi, je la trouve pas pratique du tout. Voilà, ici, il faut ouvrir ça pour pouvoir faire rentrer le liquide à l'intérieur. Alors, pour moi, c'est un plastique qui est beaucoup moins sécuritaire, de moins bonne qualité. En plus, il est cassé. La valve non plus, je l'aime pas non plus. Et il y en a une autre que j'avais achetée, je crois, il y a très très longtemps sur Amazon. Alors celle-ci, c'est la pire. Le problème des poches, c'est que si vous pouvez pas laver l'intérieur correctement, ça moisit. Voilà, donc ça, c'est vraiment à proscrire. L'avantage sur celle-ci, c'est qu'elle a un marqueur de température. C'est-à-dire que si c'est trop chaud, ça monte dans le rouge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous avez le dosage. Sur celle-ci, on l'a aussi. En général, toutes les poches, vous avez un graduateur. Comme ça vous permet de pouvoir gérer la quantité. Ah, ça aussi, on l'a pas dit. La quantité, en général, on est sur du 1,5 litre, 2 litres. Alors 2 litres, moi personnellement, 2 litres, pour moi, c'est trop. Je les passe pas, les 2 litres. Ouais, j'ai pas besoin de 2 litres. C'est pas que je les passe pas. Ça peut passer, puisque la membrane est vraiment très extensible. Ça peut passer, mais je me sens bien sur 1,5 litre. J'arrive à faire un bon lavement sur 1,5 litre. Voilà, l'idéal, c'est de gérer le dosage du produit concentré, si c'est du café, du jus vert, tout ça, ou du bicarbonate, et la température. C'est surtout là-dessus les deux paramètres les plus importants. Le dosage, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà. Aussi, la différence entre ces deux tuyaux, c'est que celui-ci est plus épais, donc vous allez pouvoir le nettoyer beaucoup plus facilement que celui-ci, il est impossible à nettoyer. J'ai dû m'en servir 2-3 fois de celui-là, puisqu'il est tellement fin, il est vraiment impossible à nettoyer. Voilà, donc moi je préfère utiliser celle-ci. Sur internet, vous avez beaucoup de sites qui en vendent, donc à vous de voir, ça coûte pas très cher. Alors, peut-être au début, ça pourrait être, si vraiment vous avez peur de vous lancer tout seul, ça peut être opportun d'aller voir un professionnel. Alors certains naturopathes le proposent, ça coûte entre 80 et 90 €, si je me trompe pas. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai été voir 2 naturopathes. Alors personnellement, les 2 lavements ont été un peu catastrophiques, puisque déjà j'ai rien vu passer dans la machine, il a fallu que j'aille me vider aux toilettes. La machine était censée réabsorber en fait, et ça l'a pas fait, je pense qu'il y avait pas mal de bouchons. Voilà, j'ai pas trop aimé ça, donc je l'ai fait une fois ou deux pour vraiment me familiariser, pour enlever mes peurs en fait. C'était juste pour enlever mes peurs. Et en fait, je me suis rendu compte que easy, easy à la maison, easy, totalement facile. Et puis je dirais même que c'est tellement plus simple puisqu'on est tout seul, on le fait quand on veut, voilà, on devient autonome en fait. On devient vraiment autonome et on se sent pas gêné, on se gère, voilà. Ensuite, quand vous êtes sur l'histoire de déparasitage, mais je le ferai je vous en parlerai plus en détail sur une vidéo spécifique au niveau du parasitisme. Vous pouvez aller vidanger dans un seau, c'est plus facile que dans les toilettes. Après, on prend une petite fourchette et on va chercher les parasites. Alors là, je parle surtout dans le cas du ropeworm, qui est très facile à voir, puisque voilà, il y a des trucs comme ça. Je vous mettrai des photos en lien si vraiment vous êtes curieux. Le ropeworm, on peut avoir des machins qui sont longs comme ça. C'est très facile à aller chercher avec une fourchette. Que quand c'est du tout petit parasite, on le voit pas forcément. Donc voilà. Quand vous êtes sur du ropeworm, voilà, on fait ça, on va évacuer dans un seau. Après, si on est curieux, qu'on a envie d'aller voir, hop, on prend une petite fourchette. Pour vous donner un ordre d'idée, le ropeworm, voilà, je vous donne juste ma petite expérience personnelle.
J'ai fait un traitement spécifique en plus d'un an et demi au niveau du ropeworm. J'ai fait un déparasitage profond. Et donc j'étais à un lavement toutes les 2 semaines au début, mais pour moi c'était trop, je suis passée à un par semaine. En fait, c'était vraiment aléatoire. Voilà, j'ai réussi à le gérer très bien. Et une fois par semaine, sur mon lavement hebdomadaire, j'arrivais à extraire les ropeworms dans ce que j'évacuais. Je les ai pesés, hein, je nettoie, je pèse entre 50 et 100 grammes de ropeworm, de vers, de parasites, par semaine. En sachant que c'est un lavement par semaine. Un lavement par semaine, ça ne veut pas dire que c'est l'évacuation d'une semaine de nourriture. Non. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais bon, toujours est-il que ça m'a permis de pouvoir voir, calculer la quantité de vers en kilos que l'on peut posséder à l'intérieur du corps. C'est énorme. C'est énorme. Entre 50 et 100 grammes par semaine. C'est vraiment énorme. Tout ça sur un an et demi. Alors, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Je n'ai pas forcément perdu du poids, non. On pourrait dire j'avais trop de poids. Non, non, j'avais pas un surpoids lié à ça. J'avais pas de surpoids du tout. Mais je dirais même qu'au contraire, j'avais du mal à prendre du poids et le fait d'évacuer ça m'a permis de pouvoir mieux assimiler ma nourriture et de pouvoir rééquilibrer mon poids beaucoup plus facilement, sans aucun problème. Voilà, j'ai plus de problème maintenant à prendre du poids. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer et j'essaierai d'y répondre si je peux. Allez, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur le tapis. Je vais vous faire une petite démonstration voilà, pour comment se mettre en place tout ça. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu sur les intestins les différentes parties pour aider la stimulation. Donc, on enlève tout, hein, parce que quand vous avez une envie d'aller aux toilettes, quand vous avez un spasme, voilà, il faut pas lutter, il faut y aller. Au début, vous allez voir, les spasmes vont mettre un peu plus de temps à arriver, et c'est justement ce qu'on cherche, pour qu'on puisse laisser le liquide aller jusqu'au bout. Mais si déjà, dès le début, sur les premiers lavements, c'est tout à fait normal, c'est une question d'habitude. Si dès le début, vous sentez que vous avez une envie, vous évitez de vous retenir. Au contraire, on recherche plutôt à accepter ce spasme et à le vidanger. Plus tard, vous deviendrez expert dans le truc et vous pourrez maîtriser cette chose-là. Moi, maintenant, je sais qu'au début, si je vois qu'il y a un petit spasme qui commence à arriver, je fais des choses pour décontracter parce que je veux optimiser, je veux aller jusqu'au bout. Et ensuite, je fais en sorte de stimuler le deuxième spasme. J'espère que le micro ne gêne pas. Voilà. Donc, on insère la canule, vous allez sentir le produit, le liquide qui va tout doucement commencer à monter. Donc, vous pouvez masser gentiment quand vous commencez à avoir la poche qui descend. Alors, en général, on dit entre 5 et 10 minutes pour laisser le temps à la poche de descendre. Au début, c'est bien. Prenez le temps de bien sentir ce qui monte. Les endroits à masser, le plus important, ça va être les virages, en fait. Donc, on a 2 virages importants. On a la transition entre le côlon ascendant et le côlon transverse, et on a la transition entre le côlon transverse et le côlon descendant. Donc c'est les 2 zones, je dirais, où on peut avoir des accumulations, surtout s'il y a du ropeworm, on peut avoir des accumulations. Quand il y a constipation, souvent c'est dans ces zones-là que ça peut freiner un petit peu. Et parfois, si vous avez un petit côlon qui est un peu fatigué, qui a tendance à se déformer un petit peu, on peut essayer de masser les zones, vous le sentez, hein, on masse les zones, voilà, où c'est un peu dur, et puis tout doucement, vous essayez de faire emmener, vous essayez d'emmener le liquide le plus loin possible. Voilà, vous pouvez entendre le bruit de l'eau qui voyage à travers le côlon. Pareil, on insiste bien ici, on vient essayer de décoller les matières. Le but, c'est ça en fait, c'est de décoller les matières et de les mélanger au liquide pour qu'à la fin, tout puisse s'évacuer. Alors on peut faire des petits mouvements comme ça aussi, si vous n'êtes pas trop sensible, voilà, petit mouvement de rotation, en essayant d'aller un petit peu en profondeur. On peut faire aussi comme ça de haut en bas, vous faites secouer le liquide à l'intérieur, avec 2 doigts comme ça sur le côlon transverse. Voilà, jusqu'ici. Alors vous verrez progressivement, vous apprendrez à connaître votre corps. Vous allez voir qu'il y a des zones qui stimulent l'évacuation, qui vont créer des spasmes. Alors certains disent qu'on a 7 zones, mais ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Mais on a des zones principales. En général, on a cette zone-là. Cette zone-là qui correspond à la valve iléo-cécale. Donc ici, on a une zone qui peut stimuler l'évacuation, qui peut créer un spasme. Donc si vous avez fini votre lavement et que vous voulez aider le corps à créer un spasme,
à créer une évacuation, vous pouvez masser cette zone-là. On a aussi cette zone-là, qui est assez proche du duodénum et de la vésicule. On a cette zone au centre ici, voilà. On a cette zone-là, et on a cette zone-là aussi, puisque là on est proche de la sortie. Voilà, une fois que vous avez bien massé, faites-le bien en conscience, essayez de bien imaginer les choses. Une fois que vous avez bien secoué, voilà, on va bien un petit peu, on va même jusqu'un petit peu derrière les côtes flottantes ici, là, puisque le côlon, le virage, il va vraiment jusque derrière, en fait. Hein. Donc, allez, on va secouer un petit peu, on va décoller les matières. On fait pareil ici, jusqu'à l'appendice. Hop, on masse. Si ça crée des douleurs, on n'insiste pas, surtout pas. Moi, je me rappelle, au début, j'étais très, très, très sensible. Dès qu'on faisait ça, au début, là, dès qu'on s'amusait à faire ça, c'était une catastrophe. Alors maintenant, voilà, ça va très bien. Donc voilà, on masse. Une fois que vous avez bien tout massé, vous vous sentez bien, voilà, tout le liquide est rentré, vous avez terminé votre poche. On peut retirer la canule, voilà, vous posez ça dans un seau à côté, où vous voulez. On respire. Si vous n'avez pas de spasme encore, vous massez tranquillement. Profitez de ce moment-là pour souffler, respirer, continuez un petit peu à masser avec l'huile de ricin, à décontracter, voilà. Laissez-vous guider. Et puis, voilà, au bout de... Peut-être ça va venir tout seul. Laissez votre corps vous parler. Peut-être ça va venir tout seul. Vous pouvez attendre un petit moment, voir si le spasme vient. Et puis, si ça peut arriver qu'il ne vienne pas au début, soit parce que vous avez mangé récemment. Donc ça, c'est un truc à éviter. Ne faites pas un lavement dans les 3 heures après manger. Attendez vraiment d'être à jeun, voire d'avoir faim. L'idéal, c'est le matin, à jeun. On se met en jeûne le matin. On profite de ce moment-là pour avoir de l'énergie pour le lavement, puisque le lavement demande de l'énergie. Donc, profitez d'un moment où voilà, vous n'avez pas de digestion en cours, vous n'avez pas de travail à faire, rien à penser, vous êtes libre de tout, à jeun. Voilà. Pourquoi à jeun? Parce que le corps a plus d'énergie pour pouvoir optimiser le lavement. Donc voilà, une fois que voilà, tout est OK, si vous voulez restimuler un petit peu, on peut lever un petit peu les fesses, voilà, pour faire redescendre. Et là, on va faire le chemin inverse en fait. On va essayer de stimuler le retour du liquide vers la sortie, gentiment comme ça. Voilà, essayez de trouver les zones où ça peut créer un début de spasme. À vous de trouver les zones qui vous stimulent. Voilà. Si vous avez une envie, il faut y aller. Voilà, vous y allez. Alors, quelque chose d'important, quand vous êtes sur le toilette, moi j'ai noté quelque chose. La posture est super importante puisque normalement la vraie posture pour, aller à la selle, c'est pas sur un toilette. C'est accroupi, logiquement, on est au sol et on s'accroupit. Si vous regardez bien dans cette posture, vos cuisses viennent toucher votre ventre. En fait, moi j'ai remarqué un truc, c'est que, bon bien sûr, j'ai pas de pantalon. Quand je fais mon lavement, j'ai pas de pantalon. Quand je vais aux toilettes, j'ai remarqué, il y a une sensibilité qui se crée, il y a une réaction qui se crée lorsque mes cuisses viennent toucher le ventre, quand je suis sur les toilettes. Donc pour ça, je mets un petit banc sous mes pieds quand je suis aux toilettes. Et en fait, le fait que ces deux soient en contact, ça mime un peu la position quand on est au sol. Et j'ai remarqué, ça optimise l'évacuation, vraiment. Et le pot à pot, c'est ce pot à pot qui est important. S'il y a des habits, ça marche un petit peu moins bien, mais bon, voilà, ça c'est ma sensibilité à moi. Donc voilà, ok. Alors, dans le cas où il vous resterait du liquide qui n'est pas évacué, j'ai remarqué qu'il y a une posture, alors peut-être des yogis pourraient vous indiquer davantage, mais moi j'ai remarqué que la posture chien tête en bas, en essayant de faire remonter le transverse, dans la posture chien tête en bas, le fait de faire remonter le côlon transverse augmente, crée un spasme. Faire bouger les intestins en fait. Le fait de faire bouger, on peut faire comme ça. Sur le toilette aussi, des fois on peut le faire. On secoue en fait. On fait secouer comme ça le liquide à l'intérieur. Ça peut vous permettre de créer un spasme. Sinon, voilà, si toujours pas de spasme, il faut continuer de masser, mais gentiment. Voilà, on secoue pas, on va pas agressif, on n'y va pas agressif. On secoue pas, on y va bien tranquillement. Et si vraiment il n'y a pas d'évacuation, alors c'est soit parce que vous êtes vraiment trop fatigué, soit parce que je vous dis votre digestion n'est pas terminée. Le corps est en train de travailler ailleurs en fait. Si
l'énergie est là, normalement il n'y a pas de raison. Si votre estomac est vide, il n'y a pas de digestion en cours, normalement il n'y a pas de raison que ça s'évacue pas. Si vraiment ça s'évacue pas, c'est peut-être que il y a des matières qui bloquent le passage, qui empêchent un spasme en fait, et qui bloquent le passage. Donc dans ces cas-là, vous pouvez refaire une poche de lavement, vous pouvez refaire 1,5 litre. Bon, si vraiment vous voulez passer à 2 litres, faites votre expérience, il n'y a pas de problème, c'est à vous de voir. Mais voilà, peut-être au pire, vous allez refaire une autre poche pour réintégrer un nouveau liquide chaud qui va peut-être apporter une nouvelle stimulation. Voilà. Si c'est du café, alors moi j'ai remarqué, le café a tendance un petit peu à empêcher de dormir si c'est fait le soir. Chez moi, ça me convient pas. À partir de 16 h, plus de café, plus de lavement au café. Voilà pour ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous me le notez, et j'essaierai d'y répondre. Voilà.